Après 20 ans à bâtir chaque contrat gouvernemental, mon patron m'a dit que je n'étais pas un génie irremplaçable. J'ai répondu, vous avez raison, voyons voir. Je suis parti, sur le champ, pour rejoindre Apex Défense. En l'espace de 48 heures, 77 millions de dollars de contrats ont été annulés. Et il n'a reçu, pour tout contact, qu'un seul SMS. Rick, tu dois prendre du recul, et laisser les adultes gérer ça. Brad. Kellerman a prononcé ces mots, juste là, dans la salle de conférence CEDU. Pentagone, devant le colonel Hughes, et 3 autres responsables des acquisitions de l'Air Force. J'étais en train d'expliquer les spécifications techniques de notre proposition de mise à niveau des radars, quand Brad est entré, avec 20 minutes de retard, a ajusté sa cravate, et a décidé de reprendre ma présentation en main. Je m'appelle Rick Thompson. J'ai 49 ans, et je travaille sur des contrats de défense depuis 20 ans, depuis ma sortie de la Navy. Et ce moment précis, regardez Brad m'écarter comme si j'étais un simple ingénieur junior, devant des gens avec qui je collaborais depuis près d'une décennie, m'a ouvert les yeux. C'est là que j'ai su que les choses devaient changer. Mais, laissez-moi d'abord revenir un peu en arrière. J'ai commencé chez Brewster Defense Solutions, juste après mon départ à la retraite de la Navy. Après 20 ans de service, dont les 8 derniers passés à gérer la logistique des approvisionnements dans des endroits dont le Pentagone préfère ne pas parler publiquement, Tony Brewster m'a embauché lui-même. À l'époque, il disait avoir besoin de quelqu'un qui comprenait le fonctionnement réel des contrats gouvernementaux, et pas seulement leur aspect sur le papier. Durant ces premières années, j'étais partout. Des salons professionnels à Washington, des réunions à Wright-Patterson, des appels à 5 heures du matin car quelqu'un à Aberdeen avait besoin de clarifications sur des spécifications techniques. J'ai appris à savoir quels agents d'approvisionnement étaient en poste depuis l'administration Clinton, et lesquels ne faisaient que passer, dans le cadre de missions de 18 mois. Plus important encore, j'ai appris qui prenait les vraies décisions, et qui se contentait de signer les documents. Mon habilitation de sécurité est de niveau TSSCI, c'est-à-dire très secret avec accès à des informations compartimentées. Sensibles. Il a fallu 3 ans d'enquête de moralité pour l'obtenir. C'est le genre d'habilitation qui ne peut être ni transféré, ni accéléré, peu importe l'argent que l'on est prêt à injecter dans le processus. Brad, lui, n'a absolument aucune habilitation. Il ne peut même pas accéder à la moitié des dossiers des contrats qu'il est censé gérer. Pendant 17 ans, j'ai travaillé directement avec Tony. Chaque lundi matin, nous nous asseyions dans son bureau, passions en revue les opportunités en cours, les renouvellements de contrats, et le maintien des relations. Il comprenait ce qu'il fallait faire pour satisfaire les clients gouvernementaux. Ce n'est pas une question d'offre la plus basse, me répétait-il. C'est une question de confiance, et d'expertise qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Puis, il y a 2 ans, la restructuration est arrivée. Tony a expliqué que l'entreprise grandissait, qu'elle avait besoin de 109, et de techniques de gestion modernes. Brad venait de l'immobilier commercial, et détenait un MBA de Vanderbilt. Une perspective stratégique, selon les mots de Tony. Quelqu'un capable d'apporter de la discipline commerciale au travail gouvernemental. Le problème avec Brad, c'est qu'il n'a jamais eu tort de sa vie, du moins, pas dans son esprit. Dès sa première semaine, il m'a demandé un état des lieux de nos activités gouvernementales. J'ai passé 3 jours à préparer une présentation qui couvrait 14 contrats actifs, 22 opportunités potentielles, et la cartographie des relations que j'avais bâties sur 2 décennies. Il a écouté pendant peut-être 20 minutes, puis a demandé, ne pourrions-nous pas simplement simplifier tout cela, et soumettre des offres plus basses pour gagner plus de contrats. Cela aurait dû me servir d'avertissement. Sarah et moi en avons parlé ce soir-là, pendant le dîner. Elle voyait bien que j'étais frustré, mais nous avions Cathy,
qui commençait sa terminale au lycée James Madison, et qui regardait déjà des universités dont le coût dépassait le prix de ma première maison. Mike, quant à lui, entrait en seconde et jouait dans l'équipe de football américain junior. Il lui fallait de nouveaux équipements à chaque saison. Il nous restait environ 285 000 $ à rembourser sur notre prêt hypothécaire. Avec les frais d'université qui approchaient, changer de travail n'était pas vraiment une option séduisante. Laisse-lui une chance, m'a dit Sarah, tout en débarrassant la table. Peut-être qu'il finira par apprendre. Au cours des 2 années suivantes, j'ai regardé Brad s'attribuer le mérite de chaque proposition réussie, tout en restant aussi loin que possible du travail concret qui permettait ses succès. Lorsque le colonel Hugh appelait pour poser des questions sur le projet de radar, elle demandait à me parler directement. Quand l'équipe de Huntsville voulait discuter des exigences techniques, il planifiait les réunions en fonction de mes disponibilités, et non de celles de Brad. Pourtant, lors des réunions de direction, Brad présentait chaque réussite comme la concrétisation de sa propre vision stratégique. Le pire, ce n'était pas qu'il s'attribue mes mérites. C'était de le voir se persuader que les contrats gouvernementaux étaient identiques à des transactions immobilières commerciales. Il interrompait mes appels avec les agents d'approvisionnement pour suggérer des améliorations d'efficacité. Il planifiait ses propres réunions aux heures mêmes où je lui avais explicitement indiqué que je gérais des échéances critiques pour nos propositions. Le mois dernier, je l'ai entendu dire à Tony que la division gouvernementale fonctionnait enfin comme une véritable unité commerciale, comme si les 19 années précédentes de croissance régulière et de développement relationnel n'avaient été qu'une sorte d'opération amateur. Mais pour en revenir à cette fameuse réunion au Pentagone, le colonel Hugh avait spécifiquement demandé ce briefing concernant la proposition de mise à niveau du radar ANFPS 132. C'est un projet de 47 millions de dollars sur 4 ans, qui implique l'intégration de technologies classifiées et requiert une personne possédant à la fois le bagage technique et l'habilitation de sécurité pour détailler le calendrier de déploiement. Je travaillais sur cette proposition depuis 8 mois. Je connaissais chaque spécification, chaque problème potentiel, et chaque exigence d'approvisionnement. Brad est arrivé en retard, car il avait été bloqué dans les embouteillages en revenant d'un déjeuner de réseau à Georgetown. Il est entré dans la salle comme s'il possédait les lieux, s'est excusé auprès du colonel pour le retard, puis, me regardant, m'a dit que je pouvais me rasseoir. Il allait prendre le relais. En fait, le colonel Hugh est intervenu, nous avons spécifiquement demandé à ce que Rick présente ce dossier. Les exigences techniques sont très complexes. Brad a affiché son sourire typique de diplômé de MBA. Mon colonel. J'apprécie la contribution de Rick, mais je pense que vous trouverez ma vue d'ensemble stratégique bien plus utile pour votre processus de décision. J'ai vu l'expression du colonel Hugh changer immédiatement. Elle travaille dans les acquisitions depuis 28 ans, est diplômée de l'Air Force Academy, et c'est repérer quelqu'un qui essaie de lui vendre du vent. Monsieur Kellerman, votre habilitation de sécurité vous permet-elle d'aborder les composants classifiés de cette proposition? Eh bien, non, mais les implications stratégiques globales. Dans ce cas, Rick doit poursuivre sa présentation. C'est à ce moment-là que Brad a prononcé cette phrase, devant tout le monde. Rick, tu dois prendre du recul, et laisser les adultes gérer ça. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. On pouvait littéralement entendre la climatisation tourner. Le colonel Hugh avait l'air de quelqu'un qu'on venait d'insulter personnellement. Les autres officiers fixaient Brad, comme s'il avait perdu la tête. J'ai gardé un ton calme. Brad, nous devrions peut-être en discuter à l'extérieur. Ce n'est pas nécessaire. Je suis sûr que le colonel comprend que, parfois, nous devons gérer nos profils techniques avec précaution. Le colonel Hugh s'est levé. Messieurs, je pense que nous en avons terminé pour aujourd'hui.
Rick, s'il vous plaît, appelez-moi directement lorsque vous serez prêt à discuter des spécifications techniques réelles, sans interruption. Après leur départ, Brad a essayé de présenter les choses sous un jour favorable, affirmant que la réunion s'était bien déroulée, et qu'il avait établi la chaîne de commandement appropriée. Je me suis contenté de ranger mon ordinateur portable, et je suis parti. Ce soir-là, Sarah m'a trouvé dans le garage, en train de ranger mes outils, ce que je fais toujours quand j'ai besoin de réfléchir. Elle s'est assise sur mon établi, et a attendu. Mauvaise journée? Brad m'a qualifié de profil technique devant être géré avec précaution. Devant le colonel Hugh. Sarah connaît bien le colonel Hugh. Nous les avons déjà invités, elle et son mari, pour des barbecues chez nous. Les militaires se serrent les coudes, et Patricia Hugh est le modèle même du professionnalisme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a mis fin à la réunion. Et m'a dit de l'appeler directement. Alors, appelle-la. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, le colonel Hugh s'est montré direct, comme à son habitude. Rick, je dois vous poser une question, et je veux une réponse franche. Est-ce que votre direction comprend ce qui est exigé pour ce projet? Que voulez-vous dire, mon colonel? Je veux dire, est-ce que Brad Kellerman comprend qu'il ne s'agit pas d'un contrat commercial? Que nous traitons de l'intégration de systèmes classifiés, avec des exigences de calendrier strict? Et sous la supervision de personnes qui n'ont que faire de son MBA? Parce que s'il ne le comprend pas, nous devons le savoir dès maintenant. J'ai réfléchi à la manière de répondre diplomatiquement. Mon colonel, Brad, apporte une perspective différente à l'entreprise. Rick, cela fait 8 ans que nous travaillons ensemble. Je vous le demande directement, est-il capable de faire ce travail? La réponse honnête était non. Brad ne pouvait pas gérer les exigences techniques, ne pouvait pas obtenir d'habilitation de sécurité, ne savait pas naviguer dans la bureaucratie des approvisionnements, et ne comprenait pas la différence entre vendre des immeubles de bureaux, et gérer des contrats de défense. Mais dire cela me donnait l'impression de trahir mon entreprise. Je peux gérer la partie technique, mon colonel. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. 3 jours plus tard, Brad a convoqué une réunion de division pour discuter de ce qu'il appelait l'optimisation de la gestion des relations. Apparemment, il avait décrété que nos clients gouvernementaux s'étaient trop habitués à des canaux de communication informels, et qu'ils devaient comprendre la structure d'entreprise appropriée. À l'avenir, a-t-il annoncé, toutes les communications avec les clients devront d'abord passer par mon bureau. Nous devons garantir la cohérence des messages et notre alignement stratégique. J'ai levé la main. Brad, le colonel Hugh, demande expressément des discussions techniques directes. C'est le cas de la plupart de nos clients, Rick. C'est précisément ce genre d'état d'esprit que nous devons changer. Ce sont des relations d'affaires, pas des amitiés personnelles. Le client doit comprendre qui dirige. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Greg Walsh. Greg dirige Apex Defense Solutions, notre principal concurrent dans le secteur public. Nous avions discuté de manière informelle lors d'une conférence sur la défense, 6 mois plus tôt. Il avait mentionné qu'il cherchait quelqu'un avec mon profil, mais j'avais écarté l'offre à l'époque. 20 ans dans la même entreprise, cela s'avérait important pour moi. Rick, je vais aller droit au but. Notre associé principal vient de prendre sa retraite. Et nous avons besoin de quelqu'un de disponible immédiatement. Une opportunité d'association complète, une participation au capital, et chaque relation gouvernementale que tu apportes restera sous ta gestion exclusive. Pas de micromanagement, pas de supervision stratégique, pas de diplômé de MBA pour te dicter ton travail. Greg, j'apprécie l'offre, mais une augmentation de salaire de 60%, une
prime de signature, et ta propre division. Tu relèveras directement de moi, sans aucun intermédiaire. Après cet appel, je suis resté assis dans mon pick-up. Devant le bureau pendant 20 minutes, le moteur tournant, à penser au dossier de candidature universitaire de Cathy, au camp de football de Mike, et au fait que Brad venait de passer 1 heure à expliquer, devant une salle pleine d'ingénieurs, comment il comptait révolutionner des relations que j'avais mis 2 décennies à construire. Ce soir-là, après le coucher des enfants, Sarah et moi nous sommes installés sur la terrasse arrière. Je lui ai parlé de la proposition de Greg. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, Sarah. 20 ans, c'est toute une vie professionnelle à laisser derrière soi. C'est aussi beaucoup de respect que tu as gagné, et que Brad ne semble pas du tout comprendre. Tu penses que je devrais accepter? Je pense que tu devrais faire ce qui te permettra de dormir sur tes 2 oreilles. Mais, je pense aussi que l'université de Cathy ne va pas se payer toute seule. Et que Mike aura besoin d'aide pour tout ce qu'il entreprendra. Si Brad ne valorise pas ce que tu apportes, il est peut-être temps de trouver quelqu'un qui le fera. Le moment fatidique est arrivé le lundi suivant. Brad avait planifié une réunion avec Tony pour discuter de l'optimisation de l'efficacité de notre division gouvernementale. Il voulait consolider toutes les relations clients sous sa direction directe, établir des protocoles de communication standardisés, et faire appel à des consultants externes pour moderniser notre approche. J'ai écouté sa présentation pendant 30 minutes. Tony hochait la tête en signe d'accord, posait quelques questions sur les calendriers de mise en œuvre, et semblait globalement soutenir l'initiative de Brad. Rick a fini par demander Tony, quel est ton avis là-dessus? J'ai regardé Brad, assis là avec sa présentation PowerPoint, ses recommandations de consultant, et son absence totale de compréhension de ce qui faisait tourner nos affaires gouvernementales. Tony, puis-je te poser une question? Sais-tu pourquoi le colonel Hugh demande spécifiquement ma présence pour les briefings techniques? Parce que tu es bon dans ce que tu fais. C'est parce que, depuis 8 ans, j'ai appris exactement comment elle aime que l'information lui soit présentée, quel niveau de détail lui est nécessaire, et quels aspects techniques comptent le plus pour ses programmes spécifiques. Lorsqu'elle appelle pour poser une question, je sais immédiatement si elle a besoin d'une réponse de 2 minutes, ou d'un briefing de 2 heures. Ce n'est pas de l'optimisation d'efficacité, Tony. C'est de la gestion de relations. Brad est intervenu. Rick, c'est exactement ce dont je parle. Nous pouvons systématiser ses préférences, et créer des protocoles de réponse standardisés. Brad, ai-je dit, en gardant une voix calme. As-tu déjà présenté une proposition technique classifiée devant une salle remplie de colonels? Eh bien, non, mais as-tu seulement déjà dû expliquer à un agent d'approvisionnement de l'État pourquoi un calendrier avait glissé, et ce que tu faisais pour y remédier? Rick, tu passes à côté du sujet. Es-tu déjà resté assis dans une installation sécurisée pendant 8 heures, à éplucher des spécifications techniques avec des gens qui peuvent stopper ton projet d'un simple coup de fil? Je n'ai pas besoin d'expérience de terrain pour assurer une supervision stratégique. Si, tu en as besoin. La pièce est devenue silencieuse. Tony avait l'air surpris, et Brad me regardait comme si je venais de le provoquer en duel. Rick, a dit Tony avec précaution. Nous devrions peut-être en discuter en privé. Non, discutons ici même. Brad veut optimiser nos relations gouvernementales. Je veux savoir ce qui se passera quand le colonel Hugh appellera avec une question technique classifiée, et que Brad sera incapable d'y répondre parce qu'il n'a pas l'habilitation nécessaire. Je veux savoir ce qui se passera quand le calendrier du projet d'Aberdeen devra être ajusté, et que Brad ne comprendra rien aux contraintes techniques. Je veux savoir ce qui se passera lorsque nous serons en concurrence avec des entreprises qui ont des profils comme le mien,
alors que nous n'aurons à proposer que des consultants dotés de présentations PowerPoint. Le visage de Brad commençait à virer au rouge. Rick, je pense que tu as du mal à accepter les nouvelles approches de leadership. J'ai du mal à accepter que tu penses que 20 ans d'expérience spécialisée puissent être remplacés par un simple processus commercial. C'est alors que Brad a prononcé la phrase qui a tout changé. Rick, soyons honnêtes un instant. Les contrats gouvernementaux, ce n'est pas de la physique quantique. N'importe qui avec des compétences commerciales de base peut gérer ces relations. Tu n'es pas irremplaçable. Le silence s'est prolongé pendant environ 10 secondes. Tony nous regardait alternativement, comme s'il assistait à un match de tennis. Brad me fixait avec cet air suffisant qu'il arborait lorsqu'il pensait avoir marqué un point décisif. Tu as raison, ai-je fini par dire. Voyons voir. Depuis mon pick-up, garé sur le parking, j'ai appelé Greg Walsh. Greg, est-ce que ton offre tient toujours? Absolument. Quand peux-tu commencer? Que dis-tu de lundi prochain? Envoie-moi ta lettre de démission d'ici vendredi. Et je préparerai tous les documents. Ce soir-là, j'ai rédigé ma démission. 2 phrases, avec effet immédiat. Je démissionne de mon poste chez Brewster Defense Solutions. Je vous remercie pour cette opportunité. Je l'ai imprimé, signé, et glissé dans ma mallette. Le vendredi matin, je suis entré dans le bureau de Tony pour la lui remettre. Il a levé les yeux de son ordinateur, a vu la lettre, et son visage est devenu livide. Rick, qu'est-ce que cela signifie? Brad a raison, Tony. Je ne suis pas irremplaçable, donc tu n'auras aucun mal à trouver quelqu'un d'autre pour gérer le contrat de radar, le renouvellement d'Aberdeen, ou la proposition de Huntsville qui doit être soumise le mois prochain. Rick, attends. Discutons-en. J'ai accepté un poste chez Apex Defense Solutions. Il semble penser que mon expérience a de la valeur. J'ai vidé mon bureau pendant que Brad était parti déjeuner. 20 ans de dossiers, de listes de contacts, et de notes relationnelles ont tenu dans 3 cartons. La base de données des contrats est restée sur le serveur de l'entreprise, mais les véritables relations, celles fondées sur la confiance, et des années de service fiables, sont parties avec moi. Brad est revenu au moment où je chargeais le dernier carton dans mon pick-up. Il m'a observé depuis le parking, sans dire un mot. Je pense qu'il commençait à réaliser qu'il avait peut-être mal calculé son coût. Mon téléphone a vibré alors que je roulais en direction d'Apex Defense. C'était un SMS du colonel Hugh. Rick, besoin de discuter du calendrier du projet de radar. Appelez-moi dès que possible. Je l'ai appelé depuis le bureau de Greg, pendant que nous signions les documents d'embauche. Mon colonel, c'est Rick. Je dois vous préciser que je ne travaille plus pour Brewster Defense. Un silence. Je vois. Êtes-vous toujours disponible pour discuter des exigences techniques? Oui, mon colonel. Je suis désormais chez Apex Defense Solutions. Rick, je vais être direct. Brad Kellerman m'a appelé hier pour reprendre la gestion du projet de radar. Il ne comprend rien aux spécifications techniques, n'a pas l'habilitation nécessaire pour accéder à la moitié de la documentation, et franchement, après notre dernière réunion, je n'ai aucune confiance en sa capacité à gérer ce contrat. Je comprends, mon colonel. Je vais recommander à mes supérieurs de transférer le contrat à Apex Defense, avec vous comme responsable technique. Êtes-vous prêt à assumer cela? J'ai regardé Greg, qui arborait un large sourire. Oui, mon colonel. Absolument. Tony m'a appelé à 18h ce soir-là, alors que j'étais chez moi, en train d'aider Mike avec ses devoirs d'algèbre. Rick, nous devons parler. C'est plus important que ce qui s'est passé entre toi et Brad. Ah bon?
Le contrat de radar représente 47 millions de dollars sur 4 ans. Le colonel Hugh affirme que l'accord est annulé, à moins que tu ne le gères. Personnellement. C'est regrettable. Ne joue pas à ça avec moi, Rick. 20 ans de maison, ça devrait compter pour quelque chose. Tu as raison. Tony. 20 ans, cela devrait compter. Mais ta restructuration a placé Brad à la tête de relations qu'il n'a pas construites, dans un secteur où il n'a jamais travaillé, et face à des clients qui ne le connaissent pas, et ne lui font pas confiance. Brad a un MBA de Vanderbilt. Il comprend les affaires. Les contrats gouvernementaux ne sont pas des affaires ordinaires, Tony. Ce sont des relations. Ce sont des habilitations de sécurité qui prennent des années à obtenir, et qui ne sont pas transférables. C'est une expertise technique qui découle du travail réel sur le terrain. Brad n'a pas l'habilitation nécessaire pour accéder à la moitié des fichiers requis pour gérer ce contrat, et encore moins les connaissances techniques pour répondre aux questions du colonel Hugh. Nous allons lui obtenir son habilitation. Nous ferons appel à des consultants. Une habilitation secret défense prend au minimum 18 mois, et ce, uniquement si elle est approuvée. Le colonel Hugh travaille avec moi depuis 8 ans. Elle a confiance en mon jugement sur les spécifications techniques, et la gestion du calendrier. Elle ne va pas tout recommencer avec un inconnu. Simplement parce que Brad a un MBA. Long silence. Qu'est-ce que tu veux, Rick? Je veux que Brad comprenne que certaines personnes, en réalité, ne sont pas remplaçables. C'est une question d'ego. C'est une question de compétence. Brad a passé 2 ans à s'attribuer le mérite d'un travail qu'il n'a pas fait, de relations qu'il n'a pas créées, et d'une expertise qu'il n'a pas. Maintenant, il va découvrir à quoi ressemble la division gouvernementale de Brewster, sans la personne qui l'a fait tourner. J'ai raccroché, et j'ai fini d'aider Mike avec ses devoirs. Sarah est entrée avec du café, et s'est assise à la table de la cuisine. Conversation difficile. Nécessaire. Le lendemain matin a apporté son lot de mauvaises nouvelles. Pour Brewster, avec 3 contrats annulés. Aberdeen s'est retiré d'un projet de mise à niveau des installations d'essai de 18 millions de dollars. Huntsville a suspendu les négociations sur un projet d'étalonnage de radar d'une valeur de 12 millions de dollars par an. Wright-Patterson a annulé les discussions préliminaires pour un nouveau projet, estimé à 25 millions de dollars. Chaque annulation arrivait avec le même motif. Rupture de la relation avec le prestataire principal. Greg m'a appelé dans son bureau à 10 heures. Rick, je dois te poser la question. Est-ce que tu savais que cela se passerait ainsi? Je savais que Brad s'était persuadé que les contrats gouvernementaux n'étaient qu'une affaire de documents administratifs conformes, et de soumission d'offres compétitives. Je savais qu'il ne comprenait ni la composante relationnelle, ni les exigences d'habilitation de sécurité, ni les attentes en matière d'expertise technique. Ce que j'ignorais, en revanche, c'était la rapidité avec laquelle les clients exprimeraient leur choix. Ton ancienne entreprise vient de perdre 77 millions de dollars de contrats actifs, simplement parce qu'un manager a dit à un employé qu'il n'était pas irremplaçable. C'est une façon de voir les choses. Quelle est l'autre? Brad a passé 2 ans à sous-évaluer systématiquement la personne qui a construit chaque relation gouvernementale de Brewster. Il s'est convaincu que les diplômes de gestion étaient plus importants que l'expertise technique, et la confiance des clients. Maintenant, il découvre la valeur réelle de ces relations. À midi, mon téléphone affichait 23 appels manqués provenant de numéros de chez Brewster. Greg et moi étions en train d'examiner le portefeuille de contrat actuel d'Apex, quand mon téléphone personnel a sonné. Rick, c'est Patricia. Hugh. Je voulais vous appeler directement. Je me suis isolé dans la salle de conférence. Mon colonel, ravi de vous entendre. Je vous appelle car Tony Brewster essaie de me joindre depuis 2 jours, et
Je pense qu'il y a un malentendu sur la situation du contrat de radar. Quel genre de malentendu, mon colonel? Monsieur Brewster semble penser qu'il s'agit d'une négociation, et que son entreprise peut conserver le contrat en changeant de personnel. Je voulais préciser clairement que ce ne sera pas le cas. Je vois. Rick, cela fait 28 ans que je m'occupe des approvisionnements de défense. J'ai vu passer de nombreux prestataires, et j'ai appris que les relations comptent bien plus que les noms des entreprises. Le projet de radar implique l'intégration de technologies classifiées, avec des contraintes de calendrier qui ne tolèrent aucune courbe d'apprentissage, ni transition de personnel. Elle a marqué une pause. Les spécifications techniques requièrent quelqu'un ayant votre profil précis et votre niveau d'habilitation. Le calendrier ne permet pas de former un remplaçant. Et, franchement, après 8 ans de collaboration, je n'ai aucune envie de tout recommencer avec quelqu'un qui s'imagine pouvoir gérer des contrats de défense comme de l'immobilier commercial. Je comprends, mon colonel. Vraiment? Parce que j'ai reçu des appels d'Aberdeen et de Wright-Patterson aujourd'hui. Le consensus est clair, soit nous travaillons avec vous, soit nous tournons vers d'autres prestataires. Brewster Défense sans Rick Thompson, ce n'est plus Brewster Défense, du moins, en ce qui concerne le département de la défense. Après cet appel, je suis resté assis dans la salle de conférence. Pendant quelques minutes, le temps de digérer ce que je venais d'entendre. Il ne s'agissait pas uniquement du contrat de radar. C'était toute la structure des activités gouvernementales de Brewster qui s'effondraient. Greg a frappé à la porte. Tout va bien? Le colonel Hugh vient de m'expliquer une chose que je n'avais jamais pleinement réalisée. Pendant 8 ans, je pensais travailler pour Brewster Défense, en construisant des relations au bénéfice de l'entreprise. Mais, du point de vue du client, la relation s'est toujours faite avec moi. Personnellement. L'entreprise n'était que le cadre administratif. Ce n'est pas rare dans les contrats publics, a répondu Greg. L'expertise technique, et les habilitations de sécurité, sont des atouts individuels. Ils ne se transmettent pas avec le papier à en tête d'une société. Brad n'a jamais compris cela. Il voyait les contrats gouvernementaux comme des actifs de l'entreprise, pouvant être gérés par n'importe qui ayant reçu une formation commerciale. Et maintenant, il découvre que ces 77 millions de dollars de revenus annuels n'ont, en réalité, jamais appartenu à Brewster. C'étaient les tiens, et tu acceptais de les partager avec eux. Mon téléphone a vibré à nouveau, affichant un appel de Tony. J'ai rejeté l'appel. Cet après-midi-là, j'ai appris que Brad avait convoqué une réunion générale de l'entreprise pour aborder ce qu'il qualifiait de « fluctuation temporaire du marché » dans le secteur public. Selon mon ancien collègue Steve, Brad a passé 1 heure à expliquer comment ils allaient surmonter les défis actuels, grâce à un développement commercial accru, et des partenariats stratégiques. Steve m'a envoyé un SMS par la suite. Il a littéralement dit que perdre ses contrats pouvait être un mal pour un bien, car le travail avec le gouvernement est trop bureaucratique. J'ai montré le message à Greg. Ton ancien patron s'apprête à apprendre que certains bienfaits s'accompagnent de factures très salées. Après 3 jours à mon nouveau poste chez Apex Défense, Greg m'a appelé dans son bureau pour me soumettre une proposition, qui m'a fait comprendre pourquoi le monde de Brad allait s'effondrer définitivement. Rick, j'ai réfléchi à notre conversation sur les contrats fondés sur le relationnel. Et si je te disais qu'Apex attendait précisément cette opportunité? Depuis 2 ans. Quel genre d'opportunité? L'opportunité d'absorber la totalité de la clientèle gouvernementale de Brewster, en embauchant simplement la personne qui l'a construite. Greg a sorti un dossier contenant des propositions de contrats, et des évaluations de clients. Nous suivons les activités gouvernementales de Brewster depuis des années, dans l'attente du moment opportun pour agir.
Ils ont d'excellentes relations, mais une capacité limitée. Apex a une capacité énorme, mais des relations gouvernementales limitées. Et désormais, nous cumulons les deux. Exactement. Le colonel Hugues m'a appelé personnellement hier. Elle souhaite accélérer le contrat de radar avec Apex en tant que prestataire principal, et toi comme responsable technique. Elle nous recommande également pour 3 autres projets, qui devaient initialement être attribués à d'autres firmes. Les chiffres étaient vertigineux. Wright-Patterson proposait une extension de contrat d'une valeur de 31 millions de dollars sur 6 ans. Aberdeen souhaitait étendre son projet d'installation d'essai pour y intégrer les capacités de fabrication d'Apex. Huntsville avait 2 projets de radar distincts qu'il voulait aborder. Greg, il ne s'agit pas seulement de m'avoir débauché de chez Brewster. C'est une absorption complète de tout leur portefeuille de clients gouvernementaux. C'est exact. Et tout cela est possible, uniquement parce qu'un manager a pensé que les relations humaines étaient interchangeables. Cet après-midi-là, j'ai passé des appels aux agents d'approvisionnement avec qui je travaillais depuis des années. Chaque conversation a suivi le même schéma. J'expliquais mon arrivée chez Apex Défense, et ils voulaient immédiatement savoir comment transférer les contrats en cours, et explorer de nouvelles opportunités. Le commandant Hélène Rodriguez, d'Aberdeen, a été la plus directe. Rick, la direction actuelle de Brewster semble penser que les contrats publics ne sont que de la paperasse. Nous avons besoin de partenaires qui comprennent que ces projets impliquent des enjeux de sécurité nationale et qu'ils ne se gèrent pas comme la construction d'un centre commercial de quartier. À la fin de la semaine, Apex avait reçu des demandes de propositions formelles pour 8 contrats majeurs, initialement destinés à Brewster. La valeur totale dépassait 94 millions de dollars sur les 5 années à venir. Brad m'a appelé directement le vendredi après-midi. Rick, la situation échappa tout contrôle. Tony est prêt à discuter d'une augmentation de salaire significative, et d'une promotion, si tu acceptes de revenir. Je me trouvais dans les nouveaux bureaux de la division gouvernementale d'Apex, que Greg avait aménagé spécifiquement pour gérer l'activité récupérée de chez Brewster. Quel genre de promotion? Un poste de directeur, à la tête de ton propre département. Je relèverai de toi pour toutes les affaires gouvernementales. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis Tony sur la valeur de l'expertise spécialisée? La voix de Brad était tendue. Écoute, j'ai peut-être sous-estimé certains aspects, mais tu es en train de détruire une entreprise qui t'a offert 20 ans d'opportunités. Brad, je ne détruis rien. Je travaille simplement dans une entreprise qui sait faire la différence entre des titres de gestion et l'expertise d'un secteur. Le conseil d'administration pose des questions, Rick. Ils veulent savoir comment nous avons pu perdre 77 millions de dollars de contrats en une seule semaine. Et que leur dis-tu? Je leur dis que certains employés sont rancuniers lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. J'ai regardé par la fenêtre, contemplant le fleuve Potomac. Est-ce que tu leur dis aussi que tu ne possèdes pas l'habilitation requise pour les contrats que tu es censé superviser? Ou que tu n'as jamais mené un seul projet gouvernemental du début à la fin? Ou encore, que tu as dit à ton seul collaborateur qualifié qu'il n'était pas irremplaçable? Brad a raccroché. 1 heure plus tard, Tony m'a appelé. Rick, je veux que tu saches une chose. Brad est parti. Je suis prêt à t'offrir son poste, départ dans l'entreprise. Et une augmentation de salaire de 70%. Tony, c'est très généreux. Mais pourquoi tout cela n'avait-il aucune importance, quand Brad était persuadé que je n'étais pas irremplaçable? Parce que j'ai fait confiance à son analyse de la situation. Et maintenant? Maintenant, je sais ce que représente 77 millions de dollars de contrats perdus. L'appel qui a véritablement enfoncé le clou est arrivé le lundi matin. Greg a
frappé à la porte de mon bureau, affichant un sourire que je ne lui avais encore jamais vu. Rick, tu devais écouter ça. Il a mis son téléphone sur haut-parleur. La voix de Tony a résonné dans la pièce, crispée par une panique à peine contenue. Greg, je t'appelle pour discuter d'une opportunité de partenariat entre Apex et Brewster Défense. Quel genre de partenariat, Tony? Nous souhaitons sous-traiter notre division gouvernementale à Apex. Apex gérerait tous les contrats publics, et Brewster se concentrerait sur les projets commerciaux. Greg m'a regardé, et a haussé un sourcil. C'est une proposition intéressante. À quoi ressemblerait cet accord? Apex reprendrait l'ensemble des contrats et des relations gouvernementales en cours. Brewster fournirait le soutien administratif et l'accès aux installations. Les revenus seraient partagés à hauteur de 70/30 en faveur d'Apex. Je me suis penché en avant, et j'ai parlé dans le téléphone. Bonjour, Tony. Le silence s'est prolongé pendant près de 10 secondes. Rick. J'aurais dû me douter que tu serais de la partie. En fait, Tony, je suis le cœur même de cette conversation. Chaque relation gouvernementale que tu essaies de céder sous licence à Apex m'appartient. Personnellement. Les clients l'ont formulé de manière extrêmement claire. Rick, sois raisonnable. Brewster a investi 20 ans dans ton évolution professionnelle. Et Brad a passé 2 ans à t'expliquer à quel point cet investissement était facilement remplaçable. Il s'avère qu'il s'est trompé. Greg a repris la parole. Tony, voici notre contre-proposition. Apex Défense envisagera d'acquérir les actifs de la division gouvernementale de Brewster, à savoir les locaux, le matériel, et le personnel administratif, à leur juste valeur marchande. Tous les contrats, et les relations clients, restent rattachés à Rick et Apex. Mais cela reviendrait à éliminer complètement notre division gouvernementale. Oui, ai-je répondu, tout comme Brad l'a éliminé la semaine dernière. Lorsqu'il m'a annoncé que je n'étais pas irremplaçable. Le conseil d'administration se réunit cet après-midi, Rick. Ils vont exiger des explications. Dis-leur la vérité, Tony. Dis-leur que Brad a réussi à faire perdre 77 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel en écartant la seule personne qui le générait. Dis-leur que l'expression « pas irremplaçable » s'est avérée être la plus coûteuse de toute l'histoire de Brewster Défense. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau chez Apex Défense, quand Steve m'a appelé pour me donner des nouvelles de chez Brewster. Brad a été licencié hier. La réunion du conseil d'administration a duré 8 heures. Tony reprend la direction directe de ce qu'il reste de la division gouvernementale, mais, en réalité, il n'y a plus rien à diriger. Et pour les autres employés, la majeure partie du personnel administratif a été transférée chez Apex, dans le cadre du rachat d'actifs. Le département d'ingénierie se concentre désormais exclusivement sur les projets commerciaux. Cela représente environ la moitié de leur chiffre d'affaires précédent, mais au moins, c'est stable. Et concernant Brad, voilà le fin mot de l'histoire, quand tu dis à quelqu'un qu'il n'est pas un génie irremplaçable, et qu'il décide de vérifier cette théorie, tu as plutôt intérêt à avoir raison. Steve a ri, d'un rire sans joie. Le bruit court en ville qu'il ne parvient plus à décrocher d'entretien. Les sous-traitants de la défense parlent entre eux, Rick. Tout le monde sait qu'il est l'homme qui a ruiné une activité de 77 millions de dollars, simplement parce qu'il ne comprenait pas comment elle fonctionnait. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Aux dernières nouvelles, il essayait de retourner dans l'immobilier commercial. Mais, même dans ce milieu, les gens se posent des questions. Pourquoi quelqu'un qui trahit un poste de vice-président chez un sous-traitant de la défense? Pourquoi la division gouvernementale de Brewster s'est-elle effondrée immédiatement après sa prise de fonction? Sa version des faits change constamment,
selon l'interlocuteur. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. En direction du Potomac. La vue depuis le 15e étage était impressionnante. Steve, merci de me tenir informé. Rick, encore une chose. Le colonel. Hugo a appelé Tony directement hier. Elle tenait à ce qu'il comprenne que ce n'était rien de personnel contre Brewster Défense. Elle a ajouté que tu avais toujours été extrêmement professionnel, et qu'Apex avait de la chance de t'avoir. C'est très aimable de sa part. Elle a également dit autre chose. Le comportement de Brad lors de cette réunion au Pentagone a été jugé indigne d'un professionnel, et les agents d'approvisionnement de tout le département de la défense ont été briefés sur l'incident. Rick, ils l'ont officiellement inscrit sur liste noire. Cet homme ne travaillera plus jamais sur des contrats gouvernementaux. Après cet appel, je suis resté assis en silence pendant quelques minutes, à réfléchir à la vitesse à laquelle les choses évoluent. Il y a 3 semaines à peine, Brad était convaincu que les diplômes de MBA et les théories de management avaient plus de valeur que 20 ans de relations de confiance et d'expertise technique. Désormais, il connaît la différence. Je me suis mis à réexaminer les spécifications du contrat de radar. Le colonel Hugh souhaitait accélérer le calendrier, et nous disposions des ressources nécessaires pour livrer en avance. C'était agréable de travailler avec des personnes qui comprenaient que certaines relations, certaines expertises, et certaines expériences ne peuvent tout simplement pas être remplacées par un processus commercial, ou une présentation PowerPoint. Parfois, la leçon la plus précieuse consiste à comprendre que le respect gagné par la compétence, et le dévouement, survit toujours à l'autorité conférée par un bureau d'angle, ou un diplôme hors de prix. Brad a appris cette leçon à ses dépens. Quant à moi, j'ai également appris quelque chose, après avoir passé 20 ans à bâtir une activité de valeur, on a tout à fait le droit de l'emporter avec. Soit lorsque l'on s'en va. Cathy a été admise à Virginia Tech avec une bourse partielle. Mike a rejoint l'équipe de football américain principale dès sa 2e année de lycée, et Sarah et moi avons remboursé notre prêt hypothécaire avec 2 ans d'avance. Il s'avère que certaines personnes, décidément, ne sont vraiment pas remplaçables.